Et si un chef militaire pouvait sauver son pays là où la démocratie échoue? Cette idée dérange, presque interdite. Pourtant, que se passerait-il si tout ce que nous croyons savoir sur les dictatures militaires africaines était tout simplement erroné? Depuis plus d'un demi-siècle, l'Occident impose une vision extrêmement sombre du pouvoir militaire en Afrique. Dictature, violence, chaos. Ce récit dominant laisse peu de place à la nuance, écrasant toute possibilité d'alternative. À travers les médias, les manuels scolaires, les discours diplomatiques, la même histoire se répète: l'armée serait synonyme de répression, d'instabilité, d'échec. Pourtant, l'histoire africaine est bien plus complexe. On oublie souvent que certains régimes militaires ont, par le passé, restauré l'ordre là où le chaos régnait. Par exemple, au Ghana, dans les années 70, le coup d'État de Jerry Rawlings a permis de remettre à plat un système corrompu et d'amorcer des réformes économiques majeures. De même, en Égypte, l'arrivée au pouvoir du général Nasser a ouvert une ère de modernisation et d'affirmation nationale. Mais ces exemples sont rarement évoqués car ils nuancent la version officielle. Au Burkina Faso, un jeune président militaire, Ibrahim Traoré, renverse peu à peu ces certitudes. À seulement 34 ans, il s'impose comme un leader patriote dans un contexte d'extrême insécurité. Là où tant de régimes civils corrompus ont baissé les bras, Traoré ose des choix radicaux, s'exposant à la critique, mais rallumant l'espoir d'une population lassée de la peur et du désespoir. Pour comprendre la portée de ce phénomène, il faut revenir sur un événement qui a bouleversé tout le pays: l'attaque sanglante de Bartologo. Il ne s'agit pas d'un simple fait divers, mais d'un tournant historique. Imaginez un village, Bartologo, situé à la frontière de la zone rouge, à quelques kilomètres seulement de la capitale, Ouagadougou. Ce n'était pas qu'un simple village, mais le dernier rempart stratégique séparant les groupes djihadistes armés de la capitale. Sa chute signifiait bien plus qu'une défaite militaire. Elle ouvrait une brèche dans la sécurité du pays, offrant aux terroristes un accès direct au cœur du Burkina Faso. Lors de cette attaque d'une sauvagerie inédite, plus de 300 villageois, hommes, femmes, enfants, ont été massacrés. Les survivants, traumatisés, ont tout perdu: famille, maison, bétail. Ce drame a révélé au grand jour la vulnérabilité criante des défenses nationales face à un ennemi insaisissable, capable de frapper au cœur sans prévenir. Certains observateurs ont immédiatement cherché à comprendre comment une telle tragédie avait pu se produire. Comment les groupes armés avaient-ils pu contourner les défenses, déjouer les patrouilles et semer la mort là où régnait encore une fragile paix? La vérité glaçante a émergé peu à peu. Il s'agissait d'une trahison venue de l'intérieur. Des membres des institutions censées défendre la nation avaient livré des renseignements clés aux assaillants. Cette complicité a permis aux terroristes de contourner les dispositifs de sécurité, de frapper fort, puis de disparaître avant l'arrivée des renforts. Derrière le carnage, des indices de troublants laissaient entrevoir une manipulation plus vaste. Des forces occultes, infiltrées au sein de l'État, tiraient les ficelles du chaos pour préserver leurs privilèges. Sabotage des efforts de réforme, alimentant le climat d'insécurité, ces puissances de l'ombre maintenaient la population dans la peur et l'incertitude. Ce n'est pas une première dans l'histoire africaine. Au Nigeria, dans les années 80, des réseaux internes avaient saboté la lutte contre Boko Haram, espérant ainsi affaiblir le pouvoir central et négocier de nouveaux privilèges. Au Libéria, pendant la guerre civile, des élites locales collaboraient avec des milices étrangères pour tirer profit du trafic de diamants. Ignorer ses racines internes, c'est condamner le Burkina Faso à une instabilité sans fin. La véritable lutte ne se joue pas seulement contre les ennemis visibles, mais aussi contre ces puissances de l'ombre qui gangrènent le pays de l'intérieur. Dans ce contexte d'effondrement, une nouvelle figure émerge. L'arrivée d'Ibrahim Traoré va tout changer, à la fois pour ses adversaires et pour le peuple. Quand le pouvoir devient une question de survie pour une élite déchue, tous les coups sont permis. L'histoire nous l'a montré dans d'autres pays. Au Zimbabwe, après la chute de Mugabe, des factions rivales ont tenté de reprendre le contrôle par tous les moyens. En République démocratique du Congo, la lutte pour l'accès aux richesses minières a provoqué une succession de coups tordus et de manipulations, prolongeant la guerre civile. Au Burkina Faso, derrière l'instabilité visible, un complot d'une ampleur inédite se trame dans l'ombre. Depuis son exil à l'étranger, l'ancien président Paul-Henri Damiba, chassé par la rue, refuse d'accepter sa défaite. À distance, il orchestre une campagne de sabotage, déterminé à reprendre les rênes du pays, coûte que coûte. Damiba n'est pas seul. Autour de lui gravitent des politiciens frustrés, des officiers démis de leurs fonctions, des civils influents, tous unis par la nostalgie de leurs privilèges perdus. Leur alliance bénéficie,
du soutien discret de certaines agences occidentales, inquiètes de la souveraineté affichée par le Burkina Faso sous la présidence Traoré. Certaines informations évoquent même des transferts de fonds suspects, des réunions secrètes à l'étranger, des complicités actives dans la région. Leur méthode? Instiller la peur, accuser Traoré d'incompétence, attiser le chaos. Pour cela, ils s'acoquinent sans scrupule avec des groupes terroristes, leur fournissant renseignements et moyens logistiques pour frapper le pays au cœur. Les récentes attaques contre des villages paisibles ne sont pas le fruit du hasard. Elles résultent d'une alliance secrète entre cette élite corrompue et des réseaux criminels. On retrouve des schémas similaires dans d'autres régions du monde. Par exemple, en Colombie, dans les années 2000, des politiciens corrompus collaboraient avec les cartels pour affaiblir le pouvoir central. Au Moyen-Orient, des alliances clandestines entre dissidents et milices étrangères ont souvent plongé des pays entiers dans le chaos. Au Burkina Faso, les infrastructures stratégiques sont ciblées, routes sabotées, coupures d'électricité, attaques coordonnées sur les points névralgiques. Tout est pensé pour paralyser la vie quotidienne, nourrir la colère populaire et jeter le discrédit sur le gouvernement. Leur objectif? Plonger la population dans la panique, creuser les divisions, préparer leur retour aux affaires sur les ruines d'un État affaibli. Si la population tombe dans leur piège, croyant leur campagne de désinformation, c'est la survie même du pays qui vacille. Dans l'histoire récente, le Mali a connu des scénarios comparables. Des campagnes de rumeurs, des attaques contre les symboles du pouvoir, des appels à l'intervention étrangère, souvent orchestrés en coulisses par des intérêts privés. Face à cette conspiration, une question brûle toutes les lèvres. Comment Ibrahim Traoré va-t-il riposter? Sous la pression, Traoré doit faire preuve de sang-froid et d'ingéniosité. Les choix qu'il s'apprête à faire détermineront l'avenir du Burkina Faso. Une simple erreur et tout le travail accompli s'effondre. Mais une stratégie bien menée pourrait retourner la situation en sa faveur. Contre toute attente, la rue s'empare du débat. Alors que nombre d'observateurs misaient sur une lassitude populaire face à la gouvernance militaire, c'est une vague inédite qui déferle sur le Burkina Faso. La voix unanime de la population exige la prolongation de la transition menée par Ibrahim Traoré. Après le drame de Bartologo, Traoré refuse la distance d'un simple discours télévisé. Il se rend, sans escorte excessive, au cœur même de la zone meurtrie. Il échange avec les militaires, embrasse les mères endeuillées, regarde la peur et la souffrance en face. Ce geste n'a rien d'une manœuvre. Il devient l'incarnation d'une solidarité authentique, d'un courage qui rallume l'espoir parmi les siens. Son allocution sur place est courte, mais elle frappe. Traoré ne promet pas de miracle. Il parle d'efforts, de responsabilité collective, d'union face à l'ennemi. Il rappelle que la dignité ne s'achète pas, que personne n'imposera un destin au Burkina Faso sans l'accord de son peuple. Il invite chacun, sans distinction, à participer à la reconstruction. Sa parole, ferme mais inclusive, dissipe la torpeur et fait vibrer une fierté oubliée. La réaction du peuple ne tarde pas. La société civile s'organise. À Ouagadougou, comme dans les villages, des cortèges surgissent. Femmes, jeunes, paysans, anciens combattants, tous défilent, brandissant le drapeau national. Leurs cris ne dénoncent tant plus un régime oppressif, mais réclament haut et fort la continuité de la transition. Une certitude s'impose. La souveraineté ne se discute plus dans les salons feutrés, mais s'affirme dans la rue, sur la terre, dans chaque regard déterminé. C'est un phénomène que l'on retrouve dans d'autres moments clés de l'histoire africaine. En Guinée, après la prise de pouvoir de Sékou Touré, la mobilisation populaire avait permis de rejeter l'influence coloniale et d'affirmer une indépendance réelle. Au Sénégal, la mobilisation citoyenne contre la corruption a abouti à des réformes audacieuses dans les années 2010. Dans la foulée de cet élan populaire, un souffle nouveau anime le pays. Des projets agricoles émergent, réduisant la dépendance alimentaire. Les coopératives villageoises reçoivent un soutien inédit, les terres sont remises en valeur, la production locale augmente. Quelques années plus tôt, le Burkina Faso importait la majorité de son blé et de son riz. Aujourd'hui, la production locale couvre plus de la moitié des besoins du pays. Dans le secteur minier, la lutte contre la corruption commence à porter ses fruits. Le contrôle des mines est renforcé, la traçabilité de l'or est assurée et la fiscalité appliquée aux compagnies étrangères permet de financer les écoles, les dispensaires, la sécurité. Là où par le passé, les ressources naturelles étaient pillées au profit d'intérêts étrangers, elles deviennent aujourd'hui un levier pour bâtir l'avenir. Les volontaires de la défense, désormais mieux équipés, protègent les villages avec l'appui des forces armées réorganisées. La formation est renforcée, le matériel modernisé,
et la collaboration avec les populations locales permet de détecter plus rapidement les menaces. Des comités de vigilance sont créés dans chaque commune, s'inspirant du modèle rwandais de sécurité communautaire. Cette dynamique populaire, nourrie par l'intégrité et la fermeté de Traoré, invente un autre modèle de pouvoir. Mais rien n'est joué. Si l'élan s'épuise, la corruption et la dépendance menacent de tout emporter. Si le mouvement tient, le Burkina Faso pourrait devenir le symbole d'un État souverain, populaire, résilient, une lueur pour tout le continent. Mais l'histoire n'est pas encore écrite. Les prochains jours décideront si ce pari audacieux peut vraiment transformer le pays. Et si, en fin de compte, un véritable leader valait mieux qu'un système prétendument parfait. C'est le défi que lance Ibrahim Traoré au Burkina Faso, en misant sur des réformes qui laissent déjà des traces visibles et bouleversent les certitudes. Première révolution, l'agriculture. Sous l'impulsion de Traoré, des montants jamais vus ont été alloués au secteur. Résultat, le pays s'approche d'une autosuffisance alimentaire historique. Du blé pousse désormais sur les terres burkinabées, là où, il y a quelques années, cela relevait de l'utopie. Prenons l'exemple du village de Koudougou. Avant la réforme, les récoltes annuelles suffisaient à peine à nourrir la population locale. Désormais, grâce à l'accès facilité aux semences, à la mécanisation et à la formation agricole, la production a doublé en 3 ans. Des marchés locaux se développent, les jeunes reviennent à la campagne, rêvant d'un avenir meilleur. Dans les mines, la domination étrangère n'est plus une fatalité. La réforme minière impose dorénavant que la richesse reste au pays. Plus de valeur ajoutée locale, plus d'emplois nationaux, moins de pillage. Les ressources naturelles deviennent un levier pour bâtir un avenir et non pour enrichir d'autres continents. On constate des évolutions similaires au Botswana, où la gestion rigoureuse des revenus miniers a permis de financer l'éducation et la santé. Au Burkina Faso, l'inspiration est claire, mais l'ambition va plus loin. Il s'agit de transformer la structure même de l'économie en privilégiant la transformation locale des matières premières. Au sommet de l'État, les symboles du changement ne trompent pas. Les salaires des dirigeants politiques ont été réduits de manière spectaculaire, les privilèges supprimés. L'argent économisé est réinjecté dans l'éducation, la santé, les routes. Pour la première fois depuis des années, la redistribution cesse d'être un mot creux. Conséquence directe, selon plusieurs indices africains, le Burkina Faso figure aujourd'hui parmi les pays les mieux gouvernés du continent. Un paradoxe, alors que la presse occidentale s'acharne à dépeindre le pays comme un contre-exemple démocratique. Prenons le classement du Mo Ibrahim Index. Depuis que Traoré est arrivé au pouvoir, le Burkina Faso a progressé de plusieurs rangs en matière de lutte contre la corruption, de sécurité et de gestion administrative. Les résultats sont tangibles, le taux de scolarisation augmente, la mortalité infantile recule, les routes rurales sont rénovées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, même si certains préfèrent les ignorer. Où est la vérité ? Il est temps d'interroger la prétendue supériorité des modèles occidentaux. Face à l'intégrité et à la vision de Traoré, bien des régimes civils africains, soutenus de l'extérieur, semblent soudain bien ternes. Faut-il s'accrocher à un mythe ou regarder les faits en face ? Pour le peuple, l'enjeu est immense. Soutenir un dirigeant honnête et audacieux ou replonger dans la spirale de la misère et de la dépendance. Ce choix n'a jamais été aussi vital. Mais ce modèle peut-il survivre aux pressions et aux attaques venues de l'intérieur comme de l'extérieur ? La bataille pour la souveraineté ne fait que commencer. Et si l'Afrique était en train de réinventer le leadership pour mieux s'affirmer ? Peut-être est-il temps de questionner nos certitudes et d'aller au-delà des récits imposés afin de discerner ce qui forge réellement la force d'une nation. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, nous offre un exemple marquant. Le courage politique, l'intégrité et la volonté d'agir pour le peuple peuvent dessiner un nouveau visage pour la gouvernance africaine. Trop souvent, le pouvoir militaire en Afrique a rimé avec chaos, abus et répression. Pourtant, face à une menace vitale comme le terrorisme et sous la pression de forces étrangères ou locales, Ibrahim Traoré démontre qu'un chef militaire peut placer la souveraineté populaire au cœur de ses actes. En s'opposant aux intérêts extérieurs et en attaquant les réseaux de corruption, il ose réinventer l'État pour servir la majorité silencieuse et vulnérable. Penser qu'un modèle importé, promu par des élites ou des puissances étrangères, suffirait à instaurer la paix relève de l'illusion. Les récentes tentatives de déstabilisation, souvent menées par d'anciens dirigeants civils ou militaires, prouvent que la façade civile du pouvoir n'est pas gage de vertu. Beaucoup cherchent avant tout à préserver leurs privilèges, quitte à compromettre la sécurité de millions de Burkinabés.
Laisser passer ce moment charnière, c'est accepter que d'autres écrivent l'histoire du continent à notre place. Il ne s'agit pas d'idéaliser la force armée ni de rejeter la démocratie, mais d'exiger un leadership sincère, capable de tenir tête aux pressions extérieures et de répondre aux attentes profondes des peuples. L'exemple burkinabé doit nous pousser à repenser nos idées reçues. Et si l'avenir appartenait à ceux qui osent inventer leur propre chemin avec lucidité et audace? Le débat sur la gouvernance africaine ne doit plus être dicté ni par des perspectives occidentales, ni par la nostalgie d'un passé idéalisé. Il revient aux Africains de choisir les modèles à bâtir, en prenant appui sur leurs réalités, leurs défis et leurs rêves. La souveraineté véritable commence par la liberté de choisir nos repères et de refuser les caricatures venues d'ailleurs. Pour avancer, chaque citoyen peut s'engager concrètement, soutenir les coopératives locales, participer au comité de vigilance, refuser la désinformation sur les réseaux sociaux, interpeller les élus sur la transparence. Au niveau collectif, il s'agit de renforcer l'éducation civique, d'innover dans l'agriculture, de développer des infrastructures durables et de valoriser la culture nationale. Enfin, n'oublions pas l'importance de la solidarité régionale. Le Burkina Faso ne peut gagner seul. La coopération avec le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana est essentielle pour sécuriser les frontières, partager les bonnes pratiques et résister aux ingérences extérieures. Des organisations comme la CEDEAO ou l'Union africaine peuvent jouer un rôle de médiateur, à condition d'écouter la voix des peuples plutôt que celle des puissances étrangères. Finalement, la question demeure simple mais décisive. Voulons-nous répéter inlassablement les mêmes erreurs, ou sommes-nous prêts à imaginer une nouvelle voie nourrie par le courage, la résilience et le sens du bien commun? Ce choix, nul ne peut le faire à notre place. À chacun d'agir, à chacun de décider. Ce n'est pas seulement l'avenir du Burkina Faso qui se joue, mais celui de toute l'Afrique. Soyons les auteurs de notre propre histoire.